Avant de commencer l'entretien, on va écouter Zakaria. Il est étudiant, il a 28 ans. Regardez ce qu'il dit. Nous avons des revendications claires, justes et légitimes. Nous ne demandons rien d'extraordinaire. Nous exigeons la santé, l'éducation et l'emploi. Il faut trouver des solutions pour les stages. Certains étudiants titulaires de licence, master et de doctorat n'ont pas la possibilité d'avoir un stage. Alors ce qu'il vient de dire semble être marqué au point du bon sens. Les manifestations ont été empêchées avant d'être autorisées. Est-ce que cette colère, de votre point de vue, a été sous-estimée et en bout de course mal gérée par le gouvernement ? Encore une fois, merci de me recevoir. Je voudrais, avant de répondre à votre question, juste préciser très rapidement le rapprochement qui a été fait entre les manifestations au Madagascar et les manifestations au Maroc. Il ne me semble pas très correct. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, ce sont deux pays géographiquement très loin, sociologiquement très différents, culturellement très différents et politiquement très différents. Ça, premièrement. Deuxièmement, ce sont des jeunes aussi de la même génération qui ce sont des jeunes, mais vous l'avez vu et réclament vous-même. Et c'est votre reportage qui l'a mentionné, d'ailleurs je vous en remercie, les revendications ne sont pas les mêmes. Les revendications sont très différentes. Au Maroc on parle de santé, au Maroc on parle d'éducation, vous l'avez dit aussi, on parle d'emploi. Dans d'autres pays, et notamment le pays que vous avez cité, on parle d'eau, on parle d'autres revendications qui sont très, très différentes. Donc je voulais quand même préciser ça. Maintenant vous l'avez fait. Revenons à votre question. Les manifestations, vous les avez qualifiées d'inédites. Je ne pense pas qu'elles soient inédites au Maroc. Nous avons, au fil du temps, connu quelques mouvances populaires, ce qui est tout à fait normal, ce qui exprime encore une fois cet exercice démocratique qui évolue au Maroc, qui exprime aussi peut-être une envie de cette jeunesse, une soif de développement, une envie de bien faire. Cette envie, il s'avère que des fois, elle peut se transformer en colère, mais cette colère, elle doit être écoutée, elle doit être entendue, et on doit donner aujourd'hui des réponses concrètes à cette colère. Abkari, est-ce qu'elle a été mal gérée? C'est ma question. Écoutez, bien géré ou mal géré, moi ce que je vois aujourd'hui, je vois des manifestations qui sont à leur 7e jour. Je vois aussi des jeunes qui maintiennent leurs revendications sociales. Je vois aussi des partis politiques au Maroc qui sont dans la communication, qui sont aujourd'hui dans l'encadrement. On peut critiquer bien évidemment le rôle d'encadrement qui a été fait pendant toutes ces années, mais aujourd'hui je vois une mouvance populaire qui n'est encore une fois pas inédite. Vous êtes juste spectateur ? Qui est souhaitable. Absolument pas. Ma présence ici, je pense, en est aussi témoin. Et je vais vous dire pourquoi je ne suis pas seulement spectateur. Je ne suis pas là, encore une fois, je ne vais pas porter un plaidoyer pour mon parti ou même pour le gouvernement. D'ailleurs, je ne le représente pas aujourd'hui. Vous l'avez bien mentionné dans votre présentation. Je représente une organisation de jeunesse partisane. Nous avons fait des initiatives pour écouter ces jeunes. Nous avons fait des initiatives pour en parler. Nous avons fait un certain rôle de médiation pour en parler. Nous ne sommes pas là pour exposer le bilan du parti, mais pour répondre à votre question de manière directe. Mais je vais la poser la question justement. Le mouvement Gen Z se veut apolitique. Vous représentez un mouvement de jeunes politisés. Face à cette crise, quelle est votre position justement? Qu'est-ce qui prend le dessus? Est-ce que le fait que vous soyez jeune ou est-ce que vous soyez finalement politisé? Premièrement, notre position est très claire. Nous l'avons exprimée d'ailleurs même avant le lancement de ces manifestations, le début de ces manifestations. Nous avons dit que la voix de ces jeunes ne doit pas être et ne peut être considérée comme un danger, premièrement. Deuxièmement, nous avons considéré que ces revendications sont légitimes. Nous avons bien évidemment condamné la violence, nous avons condamné le vandalisme et nous ne sommes pas les seuls à les avoir condamnés. Toute la société au Maroc l'a condamné. Les jeunes eux-mêmes, au sein même de ces manifestations, ont condamné la violence. Et donc, en tant que parti politique, écoutez, il n'y a pas de jeunesse au Maroc. Il y a une seule jeunesse. Mais alors, je finis, si vous voulez, je termine très rapidement. Oui. Il y a une seule jeunesse. On a les mêmes peines, on a des fois les mêmes douleurs, on a des fois certainement les mêmes espoirs. On veut des services de santé de qualité, on veut des services d'éducation de qualité. Peut-être qu'on l'exprime différemment. On a choisi. Et vous allez défiler avec eux? Je fais partie des jeunes qui ont choisi d'en parler au sein des institutions. Je fais partie des jeunes qui ont fait le choix du dialogue institutionnel. D'autres jeunes ont fait le choix d'en parler dans la rue. Et c'est souhaitable aussi dans l'exercice démocratique. La dissolution du gouvernement, vous l'entendez ça? Je vais vous répondre. On n'a plus beaucoup de temps, c'est pour ça que je vous pose la question. Je vais être très bref, monsieur. Et donc, il y a des jeunes qui l'expriment au sein des institutions, d'autres qui choisissent la rue, et c'est leur droit. Donc les chemins sont différents, on l'a compris. Exactement. Oui. Maintenant, pour le gouvernement, je l'ai dit, je le répète, je ne représente pas aujourd'hui le gouvernement. Et donc, si ces jeunes-là appellent aujourd'hui au départ du gouvernement, premièrement, ce n'est pas nouveau. Ça ne concerne pas que le Maroc. Dès qu'il y a une certaine mouvance populaire dans tout le monde, dans toute la planète, c'est normal que les jeunes en colère demandent à ce que là où le gouvernement parte. Maintenant, il y aura les urnes. On est à une année des élections. Et puis, ces jeunes-là auront l'occasion de dire leurs mots à travers les urnes. Et on suivra tout ça avec attention. Merci Salah Eddine Abkari. Je rappelle que vous êtes le président de l'organisation de la jeunesse du PAM. Merci d'être passé par notre journal Afrique sur TV5. Merci à vous.
Sans surprise, en Côte d'Ivoire, le COJEP de Charles Blé Goudé, ancien ministre sous Laurent Gbagbo, a décidé de soutenir Simone Eivé Gbagbo à la présidentielle. Inéligible à cause d'une condamnation, Charles Blé Goudé fait donc le choix de l'ancienne première dame à 21 jours du scrutin. Les autorités durcissent le ton au Togo et cela concerne l'utilisation des réseaux sociaux. Ces autorités parlent de dérive, ils rappellent les risques encourus, notamment au niveau pénal. Le tout précisément alors qu'une influenceuse et activiste vient d'être arrêtée. Le point à Lomé, Flore Moto. C'est une mise en garde. Vendredi, le procureur s'est appuyé sur le nouveau code pénal ou la loi sur la cybersécurité pour annoncer qu'un simple commentaire, un j'aime ou le partage d'un contenu jugé illicite pouvait entraîner des poursuites. Quiconque produira, reproduira, publiera, en fait partagera des contenus qui sortent du cadre légal en vigueur sera l'objet de poursuites. Quiconque publiera un commentaire, oui, un commentaire validant une publication illicite. La complicité par approbation expose également à des poursuites. Le même jour, Grace Koumaï, une militante active sur TikTok, a été arrêtée chez elle. La sage-femme était connue pour avoir été arrêtée une première fois pendant les manifestations de juin et cherchait depuis à porter plainte pour des actes de torture subis en détention. On assiste à une répression systématique de toute voix dissidente. Et aujourd'hui, hier c'était Madame Nyakadé, il y a 48 heures, c'est Madame Grace Koumaï, et avec d'autres personnes qui se cachent parce que ils se retrouvent, ces personnes se retrouvent dans le collimateur du pouvoir, tout simplement parce qu'elles arrivent à mobiliser, à sensibiliser les populations pour les amener à réclamer, à revendiquer leurs droits sociaux. Grace Koumaï est actuellement détenue au service d'investigation criminelle et interrogée sur les vidéos qu'elle a publiées. C'était annoncé et donc attendu au Bénin. Romuald Wadani a été aujourd'hui investi candidat de la majorité à la présidentielle programmée l'année prochaine en avril. Pour rappel, Patrice Talon, l'actuel chef de l'État, a décidé de passer la main après 2 mandats. Monsieur Wadani, ministre des Finances en exercice, a choisi pour colistière Mariam Chabi Talata, l'actuelle vice-présidente. Reportage TV5 Monde, Cynthia Aigron avec Alexandre Malesson et Véronique Pérez. Des musiciens et des militants aux couleurs de la majorité présidentielle. Ils étaient plusieurs milliers à se réunir pour investir officiellement Romuald Wadani et sa colistière Mariam Chabi Talata. Notre atout, c'est que la vision est claire, les lignes sont tracées, les défis et les solutions sont connus. Et notre chance, c'est que les efforts consentis tous ensemble ces dernières années vont désormais permettre à tous de bénéficier pleinement des fruits de la croissance. Un discours largement axé sur la jeunesse. Selon le candidat et actuel ministre de l'économie et des finances, 70% des Béninois ont moins de 25 ans. L'ensemble du gouvernement se mobilisait donc pour tenter de les convaincre dès le début de la campagne. Nous avons une industrialisation qui a démarré, qui va se poursuivre. Donc ils sont déjà engagés, mais forcément nous aurons à poursuivre ces efforts-là. Vous verrez que pour l'enseignement technique et la formation professionnelle, la plupart, nous avons 400 milliards d'investissements que le président Talon a prévus et qui ont démarré, mais dont l'aboutissement, les premières écoles ne seront ouvertes qu'à la rentrée 2026-2027. Donc aujourd'hui pour les jeunes, en fait, c'est de voir tout cela aboutir. Romuald Wadani est considéré comme l'un des principaux artisans de la réussite économique du Bénin. Le pays affiche une croissance robuste depuis une décennie, régulièrement au-dessus de 6%. Des résultats transformés en arguments pour les militants. C'est la continuité. C'est la continuité dans le lancer du président Patrice Talon parce que nous sommes rassurés qu'il a déjà amorcé le développement. Et il faudrait que ça ne se recule plus, que nous puissions continuer. Nous souhaitons que ça soit une suite, que ça ne retourne plus en arrière, que ça continue, que la pression, la lutte continue pour un développement fiable et durable. Le principal adversaire de Romuald Wadani sera connu le 11 octobre prochain. Il s'agira du candidat du parti, les démocrates. Une forte explosion signalée en fin d'après-midi à Mogadiscio, en Somalie. Elle a été suivie d'échanges de tirs à proximité d'un centre de détention des services de renseignement somaliens. C'est dans ce bâtiment que des combattants islamistes Chebab sont souvent interrogés. Pour l'heure, aucun bilan n'a été indiqué. À la prise de contrôle par Boko Haram de la ville de Kirawa dans l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria, pousse plus de 5000 personnes à fuir et à passer la frontière pour se réfugier au Cameroun. Toutes ces personnes ont peur. Il faut dire que les attaques contre les civils et les forces de sécurité se sont beaucoup intensifiées depuis le début de l'année. Lola Colomba, Véronique Pérez. Après l'attaque, tous rentrent chez eux. Quelques heures plus tôt, ces habitants de Kirawa, au Nigeria, ont échappé de peu à Boko Haram. Dans la nuit de mercredi à jeudi,
Des dizaines de djihadistes ont incendié les maisons et contraint près de 5000 personnes à la fuite. Sans l'arrivée du gouverneur, il ne resterait plus personne dans cette ville. Nous avions tous fui vers le Cameroun. Qu'Allah récompense le peuple camerounais qui nous a accueillis à bras ouverts. Nous ne pouvons que lui être reconnaissants. S'il n'avait pas été là, nous aurions tous été complètement décimés. Kirawa se trouve à la frontière avec le Cameroun. La zone est régulièrement ciblée par Boko Haram, qui avait pris le contrôle de la ville voisine de Gouoza en 2014, avant d'être délogé par l'armée l'année suivante. Mais le mouvement djihadiste et sa faction rivale, l'ISWAP, continuent de terroriser la population en menant régulièrement raids et enlèvements. Au cours des 6 premiers mois de 2025, l'ISWAP a pris le contrôle d'au moins 17 bases militaires nigérianes, selon plusieurs chercheurs. Nous avons besoin de sécurité. Nous sommes agriculteurs, nous sommes éleveurs. Ce que nous voulons, c'est une sécurité réelle, suffisante pour nous permettre d'aller dans nos champs, de nous rendre au marché, de dormir paisiblement chez nous et de laisser nos enfants aller à l'école. Depuis le début de l'insurrection djihadiste en 2009, le conflit a fait plus de 40 000 morts et 2 millions de déplacés à travers le pays. À Kinshasa, en RDC, la société civile était dans la rue aujourd'hui samedi. Une centaine de manifestants défilant pour exiger du président Tshisekedi la convocation d'un dialogue national inclusif. L'objectif étant de ramener la paix dans l'est du pays au-delà des initiatives portées par Washington et Doha. Par ailleurs, énième revers, énième désaccord entre le Rwanda et la RDC. Les deux pays devaient paraffer un accord économique régional hier, vendredi. Finalement, il n'en sera rien, peut-être la semaine prochaine. Un coup d'arrêt aux espoirs suscités par les accords de paix signés en juin dernier à Washington. Le point sur la situation à Kigali avec Théodore de Kéros. Page blanche à la Maison-Blanche, le cadre d'intégration économique régionale entre le Rwanda et la RDC n'a finalement pas été paraphé ce vendredi. Selon l'agence Reuters, un responsable rwandais a déclaré que le Congo n'était pas prêt à le signer. Cet accord économique s'inscrit dans le cadre d'un accord de paix plus large signé entre les deux pays le 27 juin dernier à Washington. Selon les termes de l'accord, Kinshasa et Kigali devaient jeter les bases d'un cadre économique dans un délai de 90 jours. Il s'agissait notamment de réorganiser les chaînes d'approvisionnement en minerais dans l'est de la RDC, qui sont dans le viseur de la Maison-Blanche, mais qui sont aussi contrôlés en grande partie par les rebelles de l'AFC M23, alliés du Rwanda. La RDC accuse son voisin de ne pas avoir retiré les troupes dans l'est de son pays, tandis que le Rwanda accuse le Congo de n'avoir toujours pas engagé d'opérations concrètes pour le démantèlement du Front démocratique de libération du Rwanda. Un groupe armé, formé par d'anciens génocidaires Hutus, est toujours actif dans la région. Une signature solennelle entre les deux présidents, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, est toujours attendue en décembre, bien qu'aucune date ne soit encore fixée. Un gros plan maintenant sur une appli mobile et web utilisée dans le domaine de la gestion locative au moment notamment d'entrer ou de quitter un appartement ou une maison. Cette appli s'appelle Danaya. Avec nous ce soir, Mariam Dosso Newmanta. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice des opérations de 3MS Group. Vous êtes aussi la cofondatrice de cette appli, déjà présente en Côte d'Ivoire, au Mali et au Sénégal. D'abord, d'où vous est venue cette idée ? Eh bien, cette idée m'est venue d'une expérience personnelle, d'une amie qui a eu une déconvenue en fait avec un locataire en tant que propriétaire. Un état des lieux n'a pas été fait dans les règles, on va dire, de l'art, c'est-à-dire vraiment notifier tout l'état du bien une fois que le locataire est entré. Et puis à la sortie, ça a été un litige et puis ça a continué vers beaucoup de querelles en fait entre ce locataire-là et mon ami. Et donc l'idée m'est tout simplement venue de me dire comment on peut résoudre en fait ce problème-là et qu'est-ce qui peut faciliter en fait surtout le quotidien de ces propriétaires mais aussi de ces professionnels de l'immobilier pour mieux faire des états des lieux et des contrats de location. Alors justement, comment dans ces conditions ça s'organise ? Quelle est la valeur ajoutée de cette appli ? La valeur ajoutée de notre application et aujourd'hui, c'est qu'elle est à la fois mobile, donc pour un professionnel de l'immobilier par exemple, il peut être en déplacement et tout de suite établir ses documents, donc à la sortie du locataire pouvoir lui envoyer en fait via WhatsApp, email, etc. les documents d'état des lieux et de contrat, donc de manière digitalisée. L'avantage aussi pour un particulier, c'est le fait de ne pas peut-être avoir les moyens de faire gérer son bien par un professionnel. L'application est accessible pour ces personnes-là, notamment des personnes qui louent des Airbnb, des logements meublés. Donc leur avantage en fait, c'est d'avoir en poche, clairement, leur parc immobilier et tous leurs contrats et état des lieux en une application. Alors,
Petit cas concret, vous allez me dire s'il est pertinent. Comment ça se passe ? Est-ce qu'au moment de la visite, par exemple, chacun peut utiliser l'appli de son côté pour le même bien ou ensuite converger vers un dossier commun ? Cas concret, je suis propriétaire, je décide de faire entrer un locataire, je me connecte. Il suffit tout simplement d'un numéro de téléphone, un mot de passe et j'entre dans l'application. Elle est téléchargeable gratuitement sur toutes les plateformes de téléchargement. Et donc j'arrive avec mon locataire, je répertorie mon bien, donc en l'état, le nombre de pièces, s'il y a 2 salons, etc. Et puis je commence à prendre des photos pour savoir tout simplement à la sortie si il y a un mur qui était usagé, et forcément il faut qu'il soit restitué dans cet état-là. Et une fois que le document est établi, une fois que l'état des lieux est établi, les 2 parties signent, donc en signature électronique, c'est ça aussi l'avantage. Il y a un horodatage qui permet de sécuriser et de savoir que ce document a été signé en date et heure, ce jour et en cet endroit. Et derrière, tout simplement, comme je vous ai dit tout à l'heure, les 2 parties repartent avec leurs documents. Et tout ça est sécurisé, c'est ce que vous voulez nous dire ? Oui, tout à fait. Bon, en quoi c'est plus sécurisé ? En quoi c'est plus sécurisé ? Eh bien, on a intégré un QR code sur le rapport d'état des lieux qui permet justement de certifier. Donc, il va avoir une valeur derrière juridique, si jamais litige il y a, devant un tribunal par exemple, pour faire valoir les droits de chaque partie. Concernée. Mariam Dosso-Nyuanta, ce n'est pas une appli gratuite. Comment vous payez ? Quel est le modèle économique ? Alors, l'application est gratuite en termes de téléchargement, mais bien sûr, il faut... c'est généralement le cas pour tout le monde. On est d'accord. Les applications. Tout à fait. Il faut pouvoir, se rémunérer, comme vous l'avez dit derrière. Donc, notre modèle économique est de faire payer, en fait, l'établissement d'état des lieux et de contrats pour les particuliers. Et pour tout ce qui est donc professionnel de l'immobilier, c'est quelque chose d'un peu plus poussé parce qu'on va avoir de la gestion d'équipe, plusieurs éléments à faire entrer en compte. Donc il faut un devis pour ce type de personnes. Et donc on se rémunère tout simplement en faisant payer l'établissement d'état des lieux et de contrat, qui commence à partir de 4 000 francs. Mariam Dosso-Nyuanta, cofondatrice et directrice des opérations de 3MS Group. Et vous êtes cofondatrice aussi de cette appli d'Anaya. Merci d'être passée par notre journal Afrique sur TV5 Monde. Merci.